Salut à tous et nous allons parler de nos chers amis les médias. Oui, ça commence par une histoire assez intéressante puisque je me suis aperçu, on m'a fait passer l'article dans Libération ce week-end, un article sur le net où Putsch Média est accusé littéralement d'un média conspirationniste. C'était un article qui avait été fait, un article à charge, bien entendu, sur notre ami Alexis Poulain. Et voilà que dans cet article, on parle aussi de Putsch Média comme un média conspirationniste. Donc c'est intéressant et marrant parce que je voulais faire cette vidéo depuis un certain temps sur les médias pour revenir notamment avec l'appui de mon livre Le Grand Errement des médias, paru aux éditions Hugo Doc. Vous avez les références en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à aller l'acheter. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire cette vidéo, de l'accélérer un peu, puisque nos chers confrères et consoeurs de Libération nous accusent de conspirationnisme. Donc, je vous laisse un peu voir ce qu'est le conspirationnisme avec cette définition. Et ça pose beaucoup de questions. Comment on peut, à un moment donné, traiter un média indépendant de conspirationnisme? Alors que maintenant, vous avez vu la définition du conspirationnisme, il y a plusieurs questions qui se posent, bien entendu. Alors moi, je pose la question à Maxime Massé et à Pierre Plotu, les auteurs de cet article dans Libération. Quid du journalisme d'investigation? Est-ce qu'en fait, pour vous, chers confrères, il faut être le perroquet quelque peu de la voix du pouvoir pour éviter l'accusation que vous délivrez comme ça, chers amis, de conspirationnistes? Déjà, c'est infamant, très clairement, parce que ça dénigre aussi le travail que nous faisons. Et puis, ça pose la question de fond, au-delà de ma petite personne, au-delà de mon média, au-delà de mon projet personnel, qui, je le rappelle, est moi vraiment indépendant. Il n'est financé que par moi, à la différence de certains autres groupes de presse. Est-ce que la question que je vous pose, Pierre Plotu et Maxime Massé, est-ce que le journaliste d'investigation est-il un conspirateur? Puisque vous estimez qu'à un moment donné, nous serions là parce que nous voyons des complots partout, finalement, que nous pensons que les gens au pouvoir sont là dans une idée de mal permanent et seraient en train d'ourdir des complots contre la population. Je ne sais pas ce qu'est le journaliste d'investigation. Le journaliste d'investigation, il va chercher, il va enquêter sur des faits à un moment donné qui sont donnés par des sources. On essaye d'aller corroborer des faits qui sont donnés par des sources. Donc ça voudrait dire aussi que le journaliste d'investigation, quand il commence à bosser sur un sujet et qu'il a 2-3 personnes dans le viseur, ou 2-3 entreprises, ou 2-3 sociétés, ou 2-3 conflits d'intérêts, ou 2-3 collusions, il serait conspirationniste parce qu'il estimerait qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train d'être ourdi dans les coulisses du pouvoir, les coulisses de l'oligarchie. Donc, en vous écoutant, chers amis Pierre Plotu et Maxime Massé, je pense que beaucoup de journalistes d'investigation doivent se sentir conspirationnistes. On va parler aujourd'hui du journalisme, bien entendu. On va essayer de décrypter la carte routière de ce que j'appelle la pensée unique. Et grosso modo, on va essayer de parler aussi de quel doit être le rôle de la presse dans le débat démocratique et pourquoi le débat d'idées est devenu une dissidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus débattre et les gens qui sont en deçà, en retrait, au bord, un peu avant, un peu après, de la ligne rouge, de la doxa, de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut dire, sont forcément, bien entendu, des dissidents et des conspirationnistes. Bien entendu, le mot est tout trouvé, ça évite forcément de réfléchir en plus. Un autre point qui me semble extrêmement important, c'est quel est le rôle de la presse mainstream, la presse de grand chemin. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors oui, on va parler, chers amis, une nouvelle fois, de la confiance. On va commencer par la confiance des Français dans les médias. Je peux vous dire que chaque début d'année, en janvier de chaque année, il y a le média La Croix, le journal La Croix avec l'agence Kantar, bien entendu, qui font à chaque fois un baromètre de la confiance des médias. Et chaque fois, la réponse est pire que l'année d'avant, qui est pire elle-même que l'année encore avant. Et chaque année, c'est la même chanson. Finalement, les Français ont de moins en moins confiance dans la presse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, chers amis, que la presse est la boussole cassée de la démocratie? Est-ce que l'information est toujours un bien public finalement, et est-ce qu'elle est toujours là, cette information, cette actualité, pour nourrir le débat public? Voilà, on va parler bien entendu de ce qui fait le début du journalisme, bien entendu, ou du moins la déontologie, chers amis, c'est la charte de Munich, parce que ça fait quelque temps que certains confrères estiment que la charte de Munich est brandie par tous les complotistes. Alors regardez par exemple
cet document, vous avez là la charte de Munich reprise par le SNJ, le syndicat national des journalistes. J'ai pas l'impression que le SNJ, qui est le premier syndicat de journalistes en France, soit une officine de complotistes. Donc, j'ai du mal à comprendre que depuis quelques semaines, quelques mois, certains journalistes de grands médias d'investigation et de mainstream surtout sont en train de brandir justement la charte de Munich en disant qu'elle est elle-même brandie par les complotistes et que les complotistes s'abritent derrière pour aller traquer le journaliste qui ne ferait pas son travail. Non, en fait, rien de tout ça n'est vrai. La charte de Munich existe bien, c'est un code de déontologie qui est extrêmement important. Il n'y a pas trop à réfléchir à ce sujet en essayant de noyer le poisson et en mettant du conspirationnisme, hein, bien entendu, et du complotisme à toutes les sautes. C'est comme si, à un moment donné, ces mêmes médias disaient que le serment d'Hippocrate pour les médecins était brandi par tous les complotistes de la crise sanitaire et consorts pour essayer de se dédouaner de leurs responsabilités. Non, la charte de Munich est aux journalistes ce que le serment d'Hippocrate est aux médecins. Donc, il n'y a pas de complotisme là-dedans. C'est une charte avec plusieurs points de ce que doit faire le journalisme, le journalisme dans sa déontologie la plus pure et ce que doit appliquer le journaliste dans son travail de tous les jours. Et je vous invite donc à aller la lire. Vous l'avez à peu près partout. Vous tapez charte de Munich, vous allez sur le site du SNJ notamment, vous l'avez détaillé et vous l'avez également, bien entendu, dans mon bouquin Média le grand errement aux éditions Hugo Doc. Vous pouvez vraiment vous le procurer. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à dire d'entrée de jeu parce que je suis assez excédé en permanence de cette accusation permanente de dire bon, ben vous êtes des complotistes, donc vous utilisez la charte de Munich pour aller critiquer les médias mainstream. Ouais, c'est un peu facile tout de même comme façon de fonctionner. Et tout cela, une nouvelle fois, permet de jeter toute une foule de gens qui ne sont pas d'accord avec la doxa ambiante pour les discriminer, ça c'est très clairement, et discréditer leurs paroles en les faisant passer pour je ne sais trop quoi et je ne sais trop quoi plus finalement, parce qu'il y a tellement de disqualificatifs aujourd'hui que ça devient difficile de s'y retrouver. Alors on va parler, on va essayer de réagir par thème sur cette idée des médias. Est-ce que les médias sont encore crédibles? On a déjà répondu à la question, c'est pas moi qui y réponds, c'est la Croix avec cette enquête faite chaque année, les résultats apparaissent en janvier de chaque année et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est pratiquement presque 7 Français sur 10 qui ne font plus confiance à la presse. Alors, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Concrètement, la réalité, c'est que ce chiffre est en baisse permanente. Donc, moi, je pense que ça appellerait quand même de votre côté un peu d'humilité. Pour vous, certains journalistes qui continuent à penser qu'ils sont dans leur tour d'ivoire et en pensant qu'ils professent comme ça la bonne parole, les faits, et que la doxa sort de leur bouche, je pense qu'il serait quand même temps, chers amis, de vous pencher concrètement sur ces sondages qui sont assez édifiants pour la profession à laquelle j'appartiens. Et je pense que ça serait intéressant. Et je voulais maintenant qu'on aborde les thèmes qui me semblent passionnants, qui me semblent centraux, qui articulent finalement tout ce traitement journalistique et comment, on va essayer d'expliquer comment les Français en sont arrivés là, c'est-à-dire comment on est arrivé à une défiance, à une méfiance telle de millions de Français pour la presse qui était censée jouer un contre-pouvoir, notamment pour essayer de contrebalancer, bien entendu, ce que nous gouvernons, quel que soit leur parti politique, quelle que soit leur chapelle, puisse être entravé dans le sens où l'information doit être publique et le citoyen doit avoir conscience de ce qui se passe et doit pouvoir aussi voter en conséquence parce que le bout du bout, c'est de voter aussi en conséquence en fonction des informations que nous avons et en fonction de la transparence des affaires, ce qu'on appelle des affaires publiques. Voilà. Donc, il y a eu, rappelez-vous, chers amis, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde s'entend là-dessus sur le mouvement des Gilets jaunes, dans le sens où on a bien vu qu'il y avait une grande défiance entre les médias mainstream et les Gilets jaunes, c'est-à-dire la France périphérique, les Français de la France périphérique, qui sont allés manifester, bien entendu, partout en France. Ils étaient plusieurs centaines de milliers, même si on a eu des chiffres totalement ubuesques de la presse, qui, je me souviens très bien, au bout d'une semaine ou deux, alors que le mouvement montait en puissance, les médias ou certains grands médias, notamment chaîne d'information, que je me rappelle très bien des bandeaux, c'est le mouvement des Gilets jaunes reflue.
alors qu'il avait il avait à peine commencé, et on a vu ce que ça a donné. Donc déjà, on biaisait l'information pour ne pas parler des manifestations, parce qu'ils n'en ont pas parlé pendant un certain temps, pour éviter de donner crédit à ce mouvement-là. Et surtout, dès le début, c'était le mouvement reflux. Voilà, ou comme maintenant, l'inflation baisse. Non, l'inflation baisse pas, ou du moins, l'inflation baisse pas, mais par contre, la France, c'est la meilleure élève de tous les autres pays européens. Voilà, on va en reparler plus tard dans la vidéo de ces informations finalement qui sont biaisées. Pour en venir au mouvement des Gilets jaunes, c'est intéressant ce mouvement-là parce que il y a eu d'une part la défiance, je vous en parlais, mais également il y a eu aussi, ça a été extrêmement intéressant parce que pour celles et ceux, notamment moi, qui ont eu le courage d'aller sur les ronds-points, parce que ça n'a pas été le cas de beaucoup de journalistes, à part les pigistes précaires qui sont très mal payés et qu'on a envoyé comme ça de ci, de là sur certains ronds-points avec des étiquettes de médias mainstream. Les autres, les grands éditorialistes, ceux qui écrivent dans les rédactions, concrètement, qui passent leur journée sur les plateaux télé avec leur petit nom marqué sur leur petite chaise face aux caméras et aux lumières, eux, ils n'y sont pas beaucoup allés dans les manifs, ni sur les ronds-points, ni dans des réunions citoyennes, parce que je n'en ai pas beaucoup vu concrètement, je ne vous ai pas beaucoup vu sur les ronds-points. Voilà. Donc, si vous étiez venus, chers amis, sur les ronds-points, vous auriez vu que vous auriez compris déjà qu'il y avait une abîme, un précipice entre ces Français de la France périphérique, bien entendu, et vous. Et vous, quand je parle de vous, c'est les grandes chaînes d'information, les grands médias, ceux qui tiennent l'information, cette espèce de cordon sanitaire de l'information biaisée. Voilà. Et ce qui s'est passé, il y a toujours quelque chose de mécanique qui se passe dans ces grands mouvements populaires. C'est-à-dire qu'en fait, les Gilets jaunes, dès le début, ils ont commencé à filmer avec leur téléphone. Dès le début. C'est-à-dire qu'ils ont filmé avec leur téléphone. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient estimé que les médias retranscrivaient fidèlement ce qui se passait sur le terrain, ils n'auraient pas eu besoin de filmer leur téléphone. Et la réalité, c'est que les Gilets jaunes, dès le début, comme ils ont compris, ils passaient leur journée en manif ou sur leur rond-point nuit et jour à 4-5 degrés et peut-être moins pour les régions de l'Est. Ils se sont rendus compte en regardant ce qui se passait le soir sur les infos, soit on n'en parlait pas, ou si on en parlait de façon biaisée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont récupéré leur téléphone portable, ils ont commencé à se mettre à faire ce qu'on appelle des lives, c'est-à-dire des directs sur Facebook essentiellement, pour donner un autre point de vue des manifestations, pour donner un autre point de vue des mobilisations, pour donner un autre point de vue du mouvement. Voilà, il est né comme ça une kyrielle de reporters indépendants qui n'avaient pas de carte de journaliste, mais qui se sont mis, qui ont eu le courage, il faut le dire, d'aller sur les ronds-points, de vivre concrètement le mouvement des Gilets de l'intérieur et qui ont commencé à filmer, soit en direct, soit en traitant via leur téléphone une série de vidéos qu'ils ont ensuite montées. La plupart ont appris, sont autodidactes, ils ont tout appris sur le terrain. Donc, ça en a fait ce qu'ils appellent des reporters citoyens. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que mécaniquement, comme une partie des médias, selon de très, très nombreux Gilets jaunes, ne faisaient pas leur boulot, ou du moins ne donnaient pas une vision très précise de la réalité, une partie de ces Gilets jaunes, de ces Français, ont essayé eux-mêmes de faire leur propre information. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à faire une revue de presse, vous verrez qu'il y a des vidéos de Gilets jaunes qui ont absolument explosé les audiences. C'est plusieurs centaines de milliers de vues, à faire pâlir de jalousie et d'envie les médias mainstream qui ont des moyens considérables pour faire des directs en permanence. Et envoyer bien sûr des reporters sur place, monter les sujets, faire des duplex, enfin voilà. Donc ça aurait dû quand même un peu vous alerter. Donc en fait, les Gilets jaunes, ils ont produit leur propre information. Ça, c'était extrêmement intéressant. Et ça a été une cassure que, je le répète, les grands éditorialistes et les grands patrons de chaînes n'ont absolument pas vu venir. Pourquoi ? Parce que déjà, on en reparlera plus tard dans la vidéo, il y avait un profond mépris de classe pour les Gilets jaunes. Voilà, c'était le français moyen, le gueux, le sans-dent, qui à un moment donné se faisait sentir, se faisait entendre ici et là. Et ça plaît vraiment pas au petit monde de l'élite. Et c'était absolument pas gérable. Donc, on a essayé de traiter ça de façon extrêmement biaisée. Je le répète parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ensuite, il y a eu cette production d'informations de plusieurs Gilets jaunes. Ensuite, si vous étiez venu sur les ronds-points, si vous étiez venu en manifestation, si vous aviez fait des réunions citoyennes avec les Gilets jaunes comme ça sur des ronds-points ou dans des salles municipales ou dans des petits villages ou sous la pluie, aussi en novembre, décembre ou dans toute une série de lieux, vous auriez vu également que les Gilets jaunes, ils ne demandaient pas qu'on leur tresse des couronnes de laurier sur les plateaux télé. Ils ne demandaient pas du tout ça. Ils demandaient simplement d'avoir un traitement équilibré de l'information et des motivations pour lesquelles ils étaient dehors. Alors, bien entendu, quand vous recevez les Gilets jaunes sur un plateau télé, que vous déjà vous passez un quart d'heure
a demandé à un gilet jaune de s'excuser pour les quelques violences qu'il y a eu pendant les manifestations. Et ça, on pourra en reparler, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais beaucoup de journalistes indépendants ont fait des reportages là-dessus, donc je vous renvoie vers ces vidéos et ces enquêtes. Déjà, le Français qui était là avec son gilet jaune, il devait passer déjà un quart d'heure de son temps de parole à s'excuser ou à se désolidariser des violences. Voilà. Et à aucun moment, finalement, vous n'avez eu la courtoisie, la politesse et la déontologie surtout d'essayer de comprendre pourquoi le gilet jaune était là, pourquoi ce Français avait fait 8 heures de manifestation et se retrouvait bien loin de chez lui. C'est assez terrible dans cette situation, c'est que finalement, les gilets jaunes, je le répète, ils n'avaient pas envie que ce soit un panégyrique permanent tous les soirs de leur mouvement. Simplement que l'information soit simplement équilibrée. Tout simplement équilibré, que les journalistes fassent leur boulot, qui donnent le contre-pied, qui donnent un point de vue, qui permettent aux gens de s'exprimer librement aussi sur les plateaux, parce que je le dis souvent, on me dit souvent, des confrères me disent, oui, mais les gilets jaunes, on les a laissés beaucoup parler. Oui, vous les avez laissés beaucoup parler, mais le temps d'antenne, c'est pas la pluralité. On peut rester 25 minutes sur un plateau télé à une heure de grande écoute, 18h, 21h, mais pour autant, si vous avez 2-3 éditorialistes qui sont rodés au plateau télé et qui sont, j'en ai vu, très agressifs face aux gilets jaunes qui n'étaient pas du tout préparés à ce genre d'exercice médiatique, forcément, le temps d'antenne, c'est pas un temps d'antenne, quoi. C'est à un moment donné, vous vous retrouvez avec quelqu'un que vous mettez à mal et ce gilet jaune-là ne peut plus s'exprimer librement, mais il a plutôt l'impression d'être dans un prétoire de tribunal. Donc ça aussi, il faut arrêter avec ça, de dire on a laissé les gilets jaunes parler. Oui, mais dans quelles conditions? Ça, on pourra largement en reparler. Donc il y a véritablement ce mépris de classe et on l'a bien vu sur plusieurs plateaux. Je vous laisse regarder cette vidéo de Gaspard Ganzer sur CNews face à Ike Hainan. Je trouve vous reconnaissez pas dedans. Ils doivent être exfiltrés de la manifestation. Ils ont le droit de manifester malheureusement, même s'ils sont cons. Hein, je suis désolé de le dire, mais c'est pas la question. C'est pas la question d'avant la manifestation juger est-ce qu'ils ont droit ou pas. Je suis sûr que quand on fait des tests de QI à l'intérieur des manifestations, il n'y aurait pas de grand monde. Je dis simplement, soyez pas méprisants non plus, parce que ce genre de déclaration ne calme pas les choses. Je trouve. Après, vous avez aussi d'autres gilets jaunes. J'ai noté la vidéo d'Idi Arganès, c'est pareil. Idi Arganès, c'était un gilet jaune qui un jour allait sur le plateau de LCI, comme beaucoup, comme Jérôme Rodriguez, comme McPhee Nicole, qu'on appelait Firerider, ou bien d'autres, qui après ont disparu, d'autres sont restés. Mais hormis quelques-uns qui pouvaient à un moment donné tenir la dragée haute à certains éditorialistes, les autres ont eu beaucoup de mal. De fait, ce n'était pas leur formation première et aller sur un plateau télé, je le répète, c'est très compliqué. Mais la réalité, finalement, le fond de l'affaire, c'est qu'un journaliste avec un minimum de déontologie aurait dû laisser s'exprimer librement ces gilets jaunes en les mettant en confiance, en les mettant à l'aise, même s'ils ne participent pas, même s'ils n'adhèrent pas au discours, même s'ils ne comprend pas le mouvement. Le boulot d'une chaîne info, c'est de pouvoir avoir un point de vue équilibré et pas se retrouver, comme je l'ai vu à plusieurs reprises, notamment Idi Arganès, mais d'autres, avec 4-5 éditorialistes face à un gilet jaune tout seul qui vient d'être extirpé d'une manifestation, qui a les cheveux encore pleins de gaz lacrymogène, qui arrive avec son gilet jaune et qui se fait rouer de coups verbaux, bien entendu, rouer de coups verbaux, et il doit faire face à quelques éditorialistes qui étaient vraiment très agressifs. Voilà, pour moi, ça a été un véritable mépris de classe. Donc là, on voit la première fracture entre les médias mainstream et les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, c'est pas que les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est des centaines de milliers de gens, voire peut-être des millions de la France périphérique qui ont depuis coupé leur télévision. Et ça, on nous le dit de plus en plus. Beaucoup de gens maintenant ont coupé leur télévision et se réinforment ou s'informent autrement. Et ça, on va y revenir beaucoup plus loin. Après, vous avez un deuxième thème extrêmement intéressant, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, alors ça, c'est formidable. C'est-à-dire que sur la pluralité des voix, l'Union européenne, il a pratiquement été impossible, hormis sur quelques supports, de donner un avis contraire à la doxa européiste, mondialiste. C'est-à-dire que on ne pouvait pas être contre l'Union européenne. On ne pouvait pas être contre le progrès. On ne pouvait pas être contre une forme de fédéralisme. On ne pouvait pas être contre les valeurs démocratiques de l'Union européenne. On ne pouvait pas être tout simplement contre l'Union européenne. Ça a été quelque chose qui est vraiment monté en puissance dès 92 avec le traité de Maastricht. Et ensuite, on l'a vu pendant 2005, traité constitutionnel où les Français ont voté non à 54%. Mais si vous reprenez, faites des revues de presse sur cette période-là, même 92, vous voyez que tous les grands médias sont pro-européens. Tous les grands médias appellent à voter oui. Alors, ils n'appellent pas à voter oui en une, mais concrètement, la ligne éditoriale
Et l'angle choisi, c'est le oui à l'Union européenne totale. Donc, on s'est rendu compte que dans cette idée d'Union européenne, ce projet européen, ce que j'appelle projet européiste, il y a eu un même système, une même doxa, une même pensée unique. Et tous les gens qui s'amusaient à critiquer un tant soit peu l'Union européenne étaient accusés de tous les maux qu'on connaît aujourd'hui et de façon extrêmement brutale, avec ce discrédit permanent de la délégitimation intellectuelle de la personne, de l'individu, de journaliste ou d'autres qui essaieraient à un moment donné d'apporter un petit bémol sur ce projet complètement dingue. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que c'est vraiment le deuxième volet de cette méfiance des médias, selon moi. Et ensuite, ça se dégrade parce que l'Union européenne, vous le savez, a imposé à tous les pays membres, notamment aux pays du Club Med, c'est-à-dire le club de la Méditerranée. Hein. Il y a l'Italie, l'Espagne, la Grèce, bien entendu, la France aussi, puisqu'elle fait partie du Club Med. Elle a été déclassée de la France, mais maintenant elle fait partie du Club Med. Elle a imposé ce qu'on appelle plusieurs mesures structurelles, comme la réforme des retraites. Alors, la réforme des retraites dans les médias, c'est absolument formidable, parce qu'on a eu les mouvements de réforme des retraites en 2019, rappelez-vous, automne-hiver 2019. Ensuite, le Covid est arrivé, donc ça a tout enfermé. Mais on se rappelle très bien que j'ai écouté des heures et des heures et des heures de débats sur les chaînes mainstream au sujet de la réforme des retraites. Personne n'a absolument parlé du fond, c'est-à-dire que la réforme des retraites est une injonction de Bruxelles. Dire ça à cette époque-là, ce n'était pas possible. C'était une nouvelle fois d'être... qu'est-ce que j'ai entendu? C'était être patriote, nationaliste ou un patriotisme mal placé. C'était être contre le progrès, contre l'Union européenne, contre la démocratie, contre les valeurs de l'Europe. On ne sait pas trop ce que c'est les valeurs de l'Europe, mais bon, apparemment, il y a des valeurs en Europe, du moins dans l'Union européenne, pardon, cette espèce de blob là, économique, ce marché économique, ce n'est pas du tout un espace politique, c'est un marché économique, hein, avec la violence que ça implique, bien entendu, l'économie, ou du moins le marché, et on ne pouvait absolument pas critiquer, et même sur la réforme des retraites, il a fallu attendre, il y a quelques semaines de ça, pour qu'on commence à nous dire, mais même Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques temps, quand il a fait sa grande messe avec Caroline Roux, il a dit effectivement que la réforme des retraites était aussi un peu dans le deal du grand plan de relance de 750 milliards d'euros. Même lui a avoué que la réforme des retraites était faite, était demandée par Bruxelles, mais ça, pour le savoir et pour le dire, déjà, il aurait fallu bosser. Il aurait fallu lire le plan national de résilience, concrètement, le plan de financement. Il aurait fallu lire les traités. Il aurait fallu lire aussi le semestre européen. Il aurait fallu aussi bosser sur le pacte de stabilité pour se rendre compte que la réforme des retraites, appelée par à peu près tous les partis politiques progressistes, est une volonté bruxelloise. C'est-à-dire que c'est le préalable absolu à pouvoir continuer dans cette Union européenne presque fédéraliste pour continuer à toucher des subsides. D'ailleurs, je précise que la France donne plus que ce qu'elle reçoit. Tout ça est absolument formidable. La déontologie journalistique aurait dû, à un moment donné, expliquer très clairement quels étaient les enjeux de la réforme des retraites. Et pas nous sortir, oui, mais vous comprenez, c'est nos enfants qui vont payer l'addition, oui, mais vous comprenez, c'est obligatoire, oui, mais vous comprenez, les Français ne travaillent pas assez, oui, mais vous comprenez, à un moment donné, on n'a plus suffisamment d'actifs et dans 10, 15 ans, on va avoir des gros problèmes, même avant. Non, en fait, vous vous moquez du monde, vous vous êtes moqué du monde, véritablement. Le Conseil d'orientation des retraites dit absolument le contraire, concrètement, sur les prochaines années. Donc déjà, c'est démenti par ça. Et puis, une nouvelle fois, si on travaille sérieusement et qu'on est un peu honnête, on sait bien que la réforme des retraites est une injonction bruxelloise. Mais ça, c'est au boulot. On ne s'attarde pas à ce que le gouvernement ni l'opposition, droite et gauche, viennent nous servir la soupe alors qu'elle a voté dans la main à Versailles le traité de Lisbonne qui a été un viol démocratique issu du traité de 2005 constitutionnel, où le vote des Français, le référendum des Français a été violé, mais c'était aux journalistes à le dire. Après, les gens choisissent d'accepter la réforme des retraites ou de ne pas l'accepter. Mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous ne donnez pas les clés de la réforme des retraites, forcément, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, il y a toute une série de gens qui n'arrivent pas à avoir toutes les cartes en main pour décider si cette réforme des retraites
est pertinente ou pas. Donc là aussi, nous avons une nouvelle fois un traitement pendant de longs mois d'une information absolument biaisée parce que aller contre la réforme des retraites, c'est aller contre le progressisme, c'est aller contre l'Union européenne, c'est se mettre à dos les uns et les autres et c'est pas bon pour une carrière, concrètement. Voilà. Donc ça, on peut en discuter 2 heures, mais c'est une réalité. En plus, ça fait partie de mes sujets et je trouve que c'est ce que je dis dans mon livre, dans le média Le Grand Herman, c'est-à-dire que la presse, une partie de la presse, en grande majorité, mainstream, n'a jamais évoqué les injonctions bruxelloises qui poussaient la réforme des retraites, notamment par Emmanuel Macron, qui est absolument le DRH, le cost killer, le VRP de l'Union européenne et surtout d'Ursula von der Leyen. Voilà. Donc, les médias, leur boulot serait été de traiter honnêtement les gilets jaunes, ça aurait été de traiter honnêtement les questions de l'Union européenne. Et tous ces sujets-là, ça me semble extrêmement important de pouvoir le dire. Et on se retrouve là-dedans. Donc, on comprend bien qu'à un moment donné, il y a un véritable problème quant à ça de déontologie journalistique. Et finalement, on se rend compte que ça, c'est extrêmement intéressant pour en revenir à la réforme des retraites, au-delà de l'enjeu médiatique. C'est-à-dire que ça a été le grand basculement. C'est-à-dire qu'en 2005, les Français votent non à 54%, on leur refile le bébé par le Congrès de Versailles en 2008, par Nicolas Sarkozy, qui fait un discours, bien entendu, qui a voté contre l'avis des Français, même si on nous a expliqué qu'après, c'était dans son programme, en fond de programme, en dernière page, et il avait marqué qu'il voulait remettre en place le traité constitutionnel. Et, enfin, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs pays, notamment où on a fait revoter parce qu'on a estimé, la technocratie européenne a estimé que le vote n'était pas bon, le résultat n'était pas acceptable, qu'on a fait revoter. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy a fait passer en force le traité constitutionnel qui est devenu le traité de Lisbonne, où on a changé 4,2 paragraphes et demi, et on a fait passer ça tranquillou loulou. Donc là, vous avez finalement le grand basculement et vous avez la fin de la légitimité politique. Concrètement, pour moi, elle remonte à là. Et aussi, la fin de la légitimité médiatique, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est les médias, c'est la fin de la légitimité médiatique. On s'est bien rendu compte que les grands médias étaient européistes. Très clairement, ils poussaient pour l'Union européenne et quand il n'y avait plus trop d'arguments à sortir, ils critiquaient les gens qui étaient ce qu'on appelle les frexiteurs, ou du moins les gens qui avaient, même pas sans aller jusqu'au Frexit, même des gens qui avaient quelques doutes, des gens qui pouvaient à un moment donné poser des questions sur la viabilité du projet européen. Donc ce 2005, c'est véritablement le grand basculement, légitimité politique, légitimité médiatique, et après, ça ne fait que s'accélérer jusqu'à maintenant. Parlons maintenant de la crise sanitaire. Ça a été formidable. On a été quelques-uns, comme journalistes indépendants, bien entendu, à parler, à mettre en garde dès le début de la crise sanitaire, le début, à partir du 6e mois, quand on a commencé à se rendre compte que le gouvernement Emmanuel Macron commençait à vouloir faire de la grosse restriction de liberté. On avait déjà vécu le premier confinement. Là, personne ne savait trop, donc on s'est confinés tous. Et puis, il est arrivé le moment où nous, journalistes indépendants, on a commencé à réfléchir sur la situation et on s'est dit, bon, aujourd'hui, quelle est la situation? On a essayé de se renseigner un maximum en essayant d'être le plus objectif possible, en essayant de beaucoup travailler. Et on avait, à un moment donné, on a bien vu, du moins moi et quelques autres, on a bien vu qu'on allait avoir, suite aux restrictions, mais absolument extraordinaires de liberté pendant le premier confinement, on a bien vu qu'on commençait à glisser vers autre chose. On a averti sur le pass vaccinal. On avait averti sur le pass sanitaire, dans un premier temps. On nous avait traité, on nous avait répondu complotiste. On nous a dit ça n'arrivera jamais. Jamais vous n'aurez des passes sanitaires. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, nous avons eu le pass sanitaire. Nous avons alerté en fonction des informations que nous avions, en fonction des articles que nous lisions, en fonction de notre appréhension de l'actualité et du mouvement dans lequel la France s'est engagée sous la férule d'Emmanuel Macron, le chef de guerre contre le Covid. On a dit, attention, vous aurez le pass vaccinal. Et on nous a répondu, vous êtes des complotistes, c'est absolument faux. Le gouvernement est monté au créneau, le porte-parole, Gabriel Attal, le ministre de la Santé, Olivier Véran, ils sont tous montés au créneau et nous ont dit que non, jamais il n'y aurait de pass vaccinal. Ce n'était pas leur conception de la liberté, d'empêcher certaines catégories de Français de ne pas aller faire des activités du quotidien parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Eh bien, on a eu le pass vaccinal. C'était quand même assez formidable. Donc, on nous a chaque fois traité de conspirationnistes pour certains, de complotistes pour d'autres. Et finalement, on avait raison.
On avait raison. Et heureusement, quand l'été dernier, était 2022, au 31 juillet, cette disposition, cette loi inique a été supprimée parce qu'il reste des lambeaux de l'Assemblée nationale. Donc, nous n'avons plus ça, mais je pense qu'il faut quand même rester sacrément vigilant. Et puis, nous avons averti depuis 2021, fin 2021, que nous nous dirigeons vers le pass carbone. Et là, pareil. Le pass carbone nous a dit, vous êtes des complotistes. Vous n'imaginez pas, vous n'y pensez tout de même pas. Regardez cet article qui est paru sur BFM. Voilà exactement cet article absolu où maintenant, on commence à nous dire que on nous a parlé de sobriété énergétique, de transition énergétique, de transition écologique. Et maintenant, on parle vraiment de passe carbone ou de passe écologique ou de passe climatique. Et ce qui est assez formidable, c'est que je vous laisse regarder les articles qui défilent, la gestion ou du moins la teneur des articles au fil des mois. Certains, on dit que ceux qui parlaient du passe carbone étaient des complotistes. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, vous avez des articles qui disent clairement qui posent la question de savoir comment ça va être mis en place, est-ce que ça va être intéressant, comment on pourrait faire, et qu'est-ce que ça va engager. Et on nous parle de la carte bleue carbone, vous aurez finalement un quota de points et dans laquelle vous paierez pour votre train, votre billet d'avion, votre essence, votre diesel, je ne sais trop quoi encore, ou votre voiture de location, votre trottinette. Vous payerez, vous serez débité finalement de votre crédit carbone. Mais lorsque nous, en tant que journalistes indépendants, nous avons alerté, nous avons fait des articles là-dessus, nous avons interviewé des gens qui déjà alertaient sur ces sujets, nous avons été traînés dans la boue, nous avons été traités d'absolument tous les noms. Donc aujourd'hui, vous voyez bien qu'on se retrouve dans cette situation-là complètement dingue. C'est pareil sur les effets secondaires du vaccin, notamment sur les règles des femmes, les menstruations des femmes. Je vous laisse découvrir les différents articles ici, et c'est le même cheminement. Au début, fake news. Est-ce que finalement le vaccin peut-il être responsable de troubles menstruels chez la femme? De nombreux chercheurs et d'études prouvent que c'est jamais remonté dans les essais cliniques, mais que si ça arrive, finalement, c'est pas trop grave. Je vous invite à regarder toutes les références qui défilent devant vos yeux. Et puis maintenant, depuis quelques semaines, même moins, on nous dit, oui, finalement, depuis certaines études, aujourd'hui, on commence à montrer que... Alors, qu'il y ait une réflexion scientifique à ce sujet-là, une réflexion médicale à ce sujet-là. Mais ce que je dénonce, parce que nous parlons des médias aujourd'hui, je dénonce le fait que quand certains journalistes indépendants ont fait leur boulot, ont fait parler des gens qui n'étaient pas du tout dans la doxa, qui ont parlé de ces sujets-là, et qui ont dit à un moment donné... Attention, ça, nous estimons qu'il y a quelque chose de ce côté-là et il pourrait y avoir des problèmes, que ce soit notamment sur l'Union européenne ou sur la crise sanitaire ou sur les traitements, ou sur le vaccin, pardon, on nous a traités de tous les noms. Et maintenant, les mêmes qui nous ont littéralement insultés, discriminés, enfin, délégitimés, tout ce que vous voulez, ceux qui nous ont traités de conspirationnistes, par exemple, eh bien, les mêmes, pour certains, font des articles maintenant pour dire finalement cette étude, mais où est le mea culpa? Il n'y a aucun mea culpa à ce sujet-là. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, on tourne la veste parce que la pression est tellement forte qu'il y a des études qui commencent à sortir, qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème. C'est d'ailleurs sur l'Union européenne, on aurait pu en parler, mais c'est la même ritournelle sur le coup franco-allemand. On se rend compte qu'aujourd'hui, le coup franco-allemand n'existe pas et que l'Allemagne fait bien comme elle veut et que l'Allemagne n'arrête pas en ce moment d'humilier la France, qu'elle a toujours fait, mais là de façon frontale. Voilà, donc on nous a dit dès qu'on parlait du coup franco-allemand, qu'on mettait en cause le coup franco-allemand, on était des germanophobes, on était des patriotes mal placés, on était des nationalistes, on était des identitaires. Maintenant, tous ces gens commencent à se rendre compte que, effectivement, l'Allemagne fait bien ce qu'elle veut. Ce qu'on met en cause ici, c'est le traitement médiatique. Le traitement médiatique, c'est pas un tribunal. On est là pour faire des articles, pour essayer de comprendre. Et pas de coller à son article à la doxa. Et surtout, d'aller, parce que qu'est-ce qui s'est passé? D'aller aussi armer des ordinateurs entiers de fact-checkers pour aller fouiller sur les sites indépendants pour essayer de trouver des choses qui seraient pas vraies, qui seraient un peu loufoques, qui seraient un peu confuses, qui seraient un peu ci, qui seraient un peu mis, tout ça pour discriminer des médias
ou des journalistes indépendants qui apportent une voix différente, qui apportent un point de vue différent. Mais je vous invite, chers amis, à plutôt investir dans la recherche, dans l'enquête, plutôt qu'à aller prendre des fact-checkers qui sont là pour enquêter sur leurs petits confrères qu'ils ne considèrent pas comme des confrères. Ils les considèrent comme des freluqués, des manants. Les journalistes indépendants, les petits reporters indépendants et les médias indépendants comme Putsch, ce sont les freluqués, les manants. Ici, on n'est pas des manants et des complotistes, des conspirationnistes. D'ailleurs, petit signe à Pierre Plotu et à Maxime Massé pour le Putsch média conspirationniste. Non, on fait notre boulot, en fait, messieurs. On fait notre boulot. Alors, on fait notre boulot avec les moyens que nous avons, mais on essaie de le faire sérieusement. Du moins, chez Putsch, tout ce qui sort sur le site, ce sont des infos sourcées. Si l'info n'est pas sourcée, si elle est confuse, si on n'arrive pas à la recouper, elle ne sort pas sur le site, en fait. C'est peut-être pour ça, chers amis, que nous n'avons peut-être pas besoin d'investisseurs. C'est peut-être pour ça, chers amis, que depuis 4 ans, nous sommes encore là, malgré les crises, malgré la baisse du pouvoir d'achat. C'est peut-être aussi pour ça que les acteurs continuent à s'abonner, nous font des dons. Je ne crois pas savoir que c'est le même cas pour certains médias, certains journaux quotidiens de la place parisienne, qui sont toujours en train de réclamer de la thune à des investisseurs. Ce n'est pas notre cas. Voilà. Donc la réalité, c'est que peut-être on fait notre boulot. Et on essaie de le faire objectivement. Il n'y a pas une volonté de s'opposer en permanence à l'autorité supérieure. Il n'y a pas une volonté de s'opposer en permanence au gouvernement, quel qu'il soit. Il y a simplement besoin d'informer les gens sur des choses qui nous paraissent éloquentes, parfois stupéfiantes. C'est ça notre boulot. Nous sommes l'armée de personnes, nous sommes les mains de personnes, nous sommes des journalistes indépendants qui faisons notre boulot et qui aimons la précision et qui aimons à un moment donné la véracité des faits. Voilà. Et eux aussi mettre en avant et surtout des paroles, des voix discordantes par rapport à ce que nous faisons. Donc, le grand errement des médias, c'est ça aussi. C'est cette idée même que les médias sont devenus finalement quelque peu les perroquets de la voix du pouvoir pour certains grands médias et que pour éviter les accusations de conspirationnisme ou pour toute autre chose, ils relaient la parole gouvernementale, ils relaient la doxa, que ce soit du gouvernement de Bruxelles, de l'OMS, de toutes ces institutions qui pour eux, font loi et font foi presque. Et on va maintenant comprendre pourquoi, et on va parler de ce point qui me semble extrêmement important, c'est l'endogamie dans cette élite. C'est l'endogamie. Alors oui, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Alors souvent on me dit oui, mais pourquoi les grands médias ne disent pas la vérité? Il y a plusieurs choses dans cette question-là. Vous le verrez bien sûr pour acheter mon livre. Hein. Vous allez comprendre, là je fais un récap pour expliquer tout ça. Mais dans le livre, vous avez vraiment des anecdotes, vous avez vraiment des exemples très précis de ce que j'ai vécu, moi, dans les coulisses des médias, et vous allez comprendre mieux. Voilà, mais je vais déjà commencer à l'expliquer ici. En fait, c'est un monde de gens, c'est un monde de clos, de gens qui appartiennent à la même caste, au même monde, qui ont en plus les mêmes intérêts, qui bénéficient de situations économiques importantes, ils sont relativement à l'aise. Et bien entendu, ils sont dans l'esprit même de la mondialisation, du néolibéralisme, de la mixité, de la diversité, du bien vivre ensemble, mais qui ne s'applique jamais à eux. Donc en fait, ils professent sur les plateaux télé toute cette logorée verbale technocratique, progressiste, macroniste, puisqu'aujourd'hui c'est Macron, mais ça a été Hollande, et puis après avant ça a été Sarko, donc bon, concrètement, Macron n'est que le parangon, je vous l'ai dit, mais ça s'est accéléré depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, mais c'était déjà un peu le cas avant, et ce sont des gens qui bénéficient en fait de cet état de fait, ils bénéficient de cet état de la société, parce que eux, ils vivent vraiment, c'est une élite retranchée, c'est une véritable élite retranchée, et la politique d'Emmanuel Macron, ils pensent qu'elle sert leurs intérêts. Et puis, c'est des gens aussi, il faut aussi savoir que, il faut savoir dans cette élite-là, alors là, je ne parle pas des journalistes de terrain, je ne parle pas des journalistes dans les rédactions, je parle vraiment des directions de chaîne, je parle des grands éditorialistes, je ne parle pas du pigiste qui est très mal payé, je ne parle pas du pigiste qui est en CDD ou en mission d'intérim, je ne parle pas du journaliste même en CDI qui touche 3 copecs et qui manifestement n'a pas de poids. Et puis s'il s'amusait à un moment donné à venir proposer des sujets, je le dis dans mon livre, vous verrez à lire mon livre, vous avez pas mal d'exemples là-dessus, je donne des exemples très précis sur ces journalistes-là, des rédactions qui proposeraient des sujets, vous allez voir, il peut leur arriver des choses pas très sympas au vu de leur suite de leur carrière dans ces rédactions. Donc là, je parle des grands médias, je parle des directions, je parle des grands éditorialistes, eux, qui, et pour la plupart d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le nombre de couples qui sont faits entre des politiques et des journalistes ou vice-versa.
Donc, c'est une endogamie. C'est des gens qui vivent ensemble, qui sortent dans les mêmes endroits, qui partent en vacances dans les mêmes endroits, qui habitent des mêmes quartiers, qui habitent des mêmes arrondissements, derrière des digicodes, des QR codes, des grilles qui prennent l'avion pour beaucoup en première classe lounge pour aller à New York et qui se promènent dans des taxis business class et qui viennent vous dire après que finalement, la mixité, la mondialisation, tout ça, si vous n'adhérez pas, c'est quand même malheureux, c'est que vous êtes rabougri, vous êtes la France rabougrie, la France moisie, qui ne comprend pas le progrès, qui ne veut pas aller dans le sens de l'histoire. Ces gens se moquent de nous, en fait. Ces gens se moquent de nous. Voilà. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et puis, vous avez aussi des gens qui ne respectent pas du tout ce qu'ils racontent sur les plateaux. Par exemple, quand je vois des défenseurs de l'école publique dans certains médias ou chez certains hommes politiques au pouvoir, on citera d'ailleurs le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui a ses enfants dans une école privée, mais il n'est pas le seul, Pape Ndiaye, à faire ça. Il n'est pas le seul. Toute une foule d'acteurs, de comédiens, de célébrités, d'hommes politiques, de femmes politiques, de journalistes, d'éditorialistes ont leurs enfants dans des écoles privées, souvent en France, même parfois souvent à l'étranger. Donc, vous comprenez bien qu'à un moment donné, ils ont un tempérament, ils ont un rythme de vie qui ne correspond pas du tout au nôtre. Pourtant, ils professent ça sur le plateau télé et ils ne supportent pas la contradiction de ceux qui pourraient remettre en cause ça. Et ça participe aussi à l'effondrement des médias et à cette perte de confiance, même cette défiance. Et c'est ça aussi le grand errement des médias, parce que finalement, c'est quoi? C'est l'affrontement des élites contre la France périphérique, qu'ils ont méprisé, déshumanisé, même discriminé, bien entendu. Parce que je le dis, c'est véritablement pour certains, ils entretiennent un racisme de classe. Ils estiment, vous avez vu tout à l'heure la vidéo, ils estiment que, notamment les Gilets jaunes, étaient des abrutis. Ils estiment que ces gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas en capacité de réfléchir. Donc, ils ont énormément de mépris pour les Français moyens, pour les manifestants. Alors qu'ils s'adressent à eux le soir via les chaînes info. Ces chaînes-là s'adressent aux Français moyens, aux Français de la France périphérique. C'est ça qui est assez formidable. Et donc, ils continuent à soutenir et ils essayent comme ça de tordre le consensus, de faire taire les voix dissonantes en nous traitant de complotistes, d'extrême droite, je ne sais quoi, de conspirationnistes, en fait, toute une foule de choses qui n'a ni queue ni tête, qui n'est que la meilleure preuve de leur abrutissement et leur abêtissement absolu et total. Et voilà. Et donc, on se retrouve là. On se retrouve là-dedans, dans ces grands médias. Une nouvelle fois, je pense des grands éditorialistes, des directions de chaînes. Il faut bien faire la distinction. Attention. C'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, Les médias, le grand errement, je dénonce vigoureusement les journalistes qui ont été attaqués sur le terrain pendant les Gilets jaunes. Parce que les journalistes qui ont été attaqués, les gens n'attaquent pas les journalistes. Les gens, première vue, on n'attaque personne. C'est déjà pas mal. En société, on essaye de se tenir un peu et de pouvoir, à un moment donné, discuter, parler. On peut ne pas être d'accord, mais discuter. Donc, moi, je récime, bien entendu, toutes ces agressions, bien entendu, mais encore plus fort. C'est-à-dire que les journalistes qui ont été pris à partie sur cette manif par quelques individus violents, pas une foule de gens, quelques individus violents, étaient des journalistes pigistes. Souvent des gamins qui sont envoyés là pour faire le sale boulot des éditorialistes qui ne veulent pas le faire quand ils sont sur leur plateau bien pomponnés, maquillés, sous les lumières, avec leur salaire confortable ou leur facture qu'ils feront à la fin du mois à la chaîne très confortable. Voilà. Donc, il faut quand même faire attention à tout ça. Aussi, il faut quand même faire preuve de discernement. Et c'est pour ça que il m'a semblé important d'écrire ce livre pour aussi tordre le cou aux idées reçues, parce qu'il y en a aussi, et expliquer d'où vient ce grand errement des médias. Voilà, ça c'est extrêmement important. Dernière partie de cette vidéo, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences? Perte de confiance, plus de légitimité de la parole politique, plus de légitimité de la parole publique, plus de légitimité ou très peu maintenant dans la parole médicale, et ça c'est gravissime, et personne n'en parle, mais c'est une vraie question de fond, et d'ailleurs, on fera sur Pouchlive une émission là-dessus d'ailleurs, et plus de légitimité, ou de moins en moins de légitimité pour la parole médiatique. Mais c'est terrible, c'est gravissime pour une démocratie. Je ne m'en réjouis pas, hein. Je ne m'en réjouis pas. Mais heureusement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forte affluence, et si vous regardez cette vidéo, vous en faites partie, une forte affluence de gens à se réinformer, à aller voir d'autres médias indépendants qui ont fleuri énormément depuis la crise des Gilets jaunes et après la crise sanitaire. C'est-à-dire que les gens, vous avez besoin de vous réinformer, c'est bien normal. Vous avez besoin de vous réinformer. Et vous allez voir les médias qui vous semblent intéressants. Et vous n'êtes pas plus con que la moyenne. Vous avez simplement envie de vous réinformer et d'entendre d'autres choses.
d'entendre d'autres choses. Et finalement, on se rend compte que, quelle que soit l'obédience des médias, nous, chez Putsch, on essaie de nous caser en permanence, mais il n'y en a pas d'obédience, concrètement. Vous savez, pour ceux qui suivent les émissions, qui suivent Putsch Média, je reçois à peu près tout le monde, voilà. Et ceux que je ne reçois pas dans la politique, c'est surtout ceux qui veulent, il y en a qui ne veulent pas venir aussi, voilà. Mais moi, je reçois tout le monde. Et donc, on a beaucoup d'audience. On est quelques-uns à avoir beaucoup d'audience, ou du moins une grosse communauté de gens qui nous suivent. Parce qu'il y a tellement une aridité de l'information pluraliste que les gens vont vers les médias ou les médias indépendants ou qui parlent autrement et qui invitent, qui donnent la parole à des gens. Et là, c'est formidable parce que vous avez des articles comme celui-ci où on vous dit que le complotisme fait de l'audience. Donc, comme ils ne supportent pas qu'il y ait des médias indépendants ou des voix indépendantes qui fassent de l'audience, qui leur volent finalement, entre guillemets, une partie des Français, une partie des téléspectateurs et des auditeurs, ils vous disent que le complotisme fait vendre. Le conspirationnisme fait vendre. Non, en fait, on fait notre boulot. C'est l'information qui fait vendre. Si vous faisiez votre boulot, concrètement, ben vous viendriez, vous aussi. Mais nous, on fait notre boulot, concrètement. Alors, je vous rassure, hein, pour les journalistes qui écrivent que le complotisme fait vendre, quand vous avez un média comme Putsch ou d'autres, je peux vous assurer que vous donnez beaucoup de votre poche. Donc, je ne suis pas sûr que vous seriez prêt à démissionner de votre poste actuel et mettre vos économies dans un média comme le mien ou d'autres, et puis attendre la fin du mois pour savoir si vous allez avoir des abonnés. Alors, je vous lance le pari. Hein. Je lance le pari, montez votre média indépendant, puisque le complotisme fait vendre, et puis faites un média indépendant, hein, comme ça vous serez plus libre de dire ce que vous avez envie de dire, et on verra bien si avec votre soupe, vous avez gagné votre vie, concrètement. Mais la réalité, on ne gagne pas sa vie, concrètement, je peux vous le dire, et tous les journalistes indépendants, si vous le saviez, si vous avez fait une petite enquête, vous le direz, c'est beaucoup de sacrifices personnels, familiales, de temps, de vacances, et on en prend plein la gueule, mais ça, on l'a choisi. Mais je veux dire par là, c'est que cette idée de la théorie inversée en disant « Ah oui, mais ils font du complotisme, donc c'est les médias complotistes indépendants, mais ils font de l'audience. Donc le complotisme fait de l'audience. » Ça confine à la connerie, en fait, c'est ce genre de théorie, parce que ces gens ne savent absolument plus quoi dire. Et c'est ça aussi, en fait, nous sommes le résultat du grand errement des médias. Voilà, moi, quand je monte Putsch au début, je monte Putsch justement parce que j'ai déjà fait cette analyse. On est bien avant les Gilets jaunes, on est bien avant la réforme des retraites, on est bien avant le Covid. Moi-même, en tant que lecteur, je ne me retrouve pas dans la presse. Il y a des gens que je n'entends jamais. Donc, je me suis dit, je vais monter un média, Putsch, voilà, pour donner la parole à des gens que je n'entends jamais, de tous les bords politiques. Et même pas qu'une histoire de bord politique. Je peux recevoir des intellectuels qui n'ont pas du tout de bord politique, qui ont des idées intéressantes. Quand je reçois un ancien trader de l'agroalimentaire et tout, bon, ben on parle d'agroalimentaire, on parle des coulisses de l'agroalimentaire, on parle du profit. Et je pourrais citer 100 noms comme ça. Donc, on n'est pas là pour faire du complotisme. Qu'est-ce que c'est le complotisme ? Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le dire, mais ça, c'est le cri du désespoir. C'est le chant d'une cygne d'une presse mainstream qui est aux abois, littéralement. Et je le répète, si elle n'avait pas d'investisseurs privés derrière, comme beaucoup, je pense que vous seriez déjà, malheureusement, je le regretterai, au Pôle emploi en train de chercher un boulot. Voilà. Et je vous invite donc toutes et tous à soit quitter votre chaîne privée, monter votre média, soit à sortir du service public, démissionner du service public et monter votre média si vous estimez qu'à un moment donné, il y a du complotisme. Je vous invite à faire un média indépendant non complotiste et peut-être on verra combien de temps on va vous laisser pour mettre le stylo sous l'ordi et faire autre chose. Voilà, ceci étant dit, avant de terminer, je voudrais quand même que vous regardiez cette vidéo. C'est une séquence de la directrice d'information de BFM TV, Céline Pigalle, qui était dans un forum à la BNF, notamment sur les médias et la crise. C'est un extrait qui dure 2-3 minutes. Et je trouve que Céline Pigalle, dans cet extrait, elle prend la parole et je trouve qu'elle dit tout. Elle dit tout sur quoi? Elle dit tout sur le rôle des médias dans la crise sanitaire. Elle dit tout sur le rôle, plus largement, le rôle des chaînes info, médias mainstream dans l'information. Elle dit tout sur le rôle de ces mêmes médias mainstream dans la démocratie. Elle dit tout sur le rôle des médias mainstream dans le pluralisme des voix. Vous allez voir cette séquence, elle est absolument extraordinaire parce qu'en 3 minutes ou 2-3 minutes, vraiment, vous avez tout. Et vous avez cette réflexion, ce cheminement de Céline Pigalle qui, pour moi, est extrêmement éclairant sur ce que nous vivons en ce moment dans la presse et dans ce grand errement des médias. Et vous verrez, je vous laisse découvrir les mots de Céline Pigalle, mais elle me dit à un moment donné, quand elle parle du Covid, du traitement médiatique du Covid, elle dit « on ne voulait pas désagréger ou affaiblir le consensus social ». Allez, je vous laisse regarder la vidéo avec Céline Pigalle, on se retrouve après. Évidemment, nous, on est très habitués à être au cœur
de cette mêlée politique. Mais quand d'un seul coup, la science est un enjeu dans le débat politique, finalement, si on reprend un enjeu très basique, très prosaïque, quand Sibeth Ndiaye dit on ne va pas avoir besoin de masques, parce que de toute façon, on ne saurait pas comment les porter. Enfin, vous voyez, on est sur quelque chose de très... Mais dans un moment aussi où on vous dit qu'on est en guerre, et où toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ça serait fragiliser un consensus social. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment des circonstances très très singulières. Et pour ce qui est de la leçon que je tire de tout ça, l'événement précédent très puissant pour la chaîne dont je fais partie, c'était les Gilets jaunes, et c'était déjà un moment de très forte rupture de confiance. Et au fond, à travers la crise que nous traversons maintenant depuis 2 ans, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est de redécouvrir très massivement, très puissamment à quel point les gens qui nous regardent et les citoyens de manière générale sont aussi des êtres de foi, et comment dans des circonstances difficiles, une partie d'entre eux ont plus envie de se tourner vers des choses satisfaisantes à l'œil et à l'oreille que d'entendre, c'est finalement la même difficulté pour les journalistes et pour les scientifiques, des faits, et de se rendre à des études et de se rendre à des constatations fermes. Et je pense qu'au fond, de ce point de vue-là, les scientifiques et les journalistes partagent un problème commun. Par exemple, quand les journalistes, il me semble, même si on participe à ce type de démarche que sont les fact-checking et le fait de passer en revue des éléments factuels, on voit bien que notre très grande difficulté, c'est qu'il y a des gens qui s'emploient à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à propager, à diffuser des fake news et à surfer sur l'envie de croire, et l'envie de croire à d'autres possibilités, à d'autres choix, à un autre monde, quoi, finalement. Voilà. Et je pense que ça, c'est ce qu'on partage, et qui ne se résout pas seulement par le fait, ou en tout cas qui se résout, mais qui ne fonctionne pas pour une partie de la population, dans le fait de juste essayer de convaincre par les faits. Autant dire, ça ouvre des horizons assez larges. Alors oui, voilà, vous avez vu cette vidéo avec Cécile Pigalle. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, concrètement, parce que ça m'intéresse. Mais je pense que, comme je le disais avant, c'est vraiment un éclairage extrêmement éblouissant, concrètement, de ce qu'ont été les médias mainstream et comment a été traitée l'information. Et c'est une vidéo qui n'est pas vieille, c'est une vidéo qui date de janvier 2022. Et elle n'a pas été beaucoup relayée. Hein. Je crois qu'elle n'a pas été beaucoup relayée. Mais je pense qu'il est toujours intéressant d'écouter une directrice de chaîne d'information, une des plus grandes chaînes d'information françaises, pour savoir comment ils ont appréhendé cette crise du Covid, le traitement, les experts, et puis aussi la question de la fake news, c'est-à-dire qu'on entend bien, c'est une Pigalle qui dit, finalement, il y a des gens qui jouent contre nous, il y a des gens qui jouent contre l'information, il y a des gens qui jouent contre la vérité. Ben non, on ne joue pas contre la vérité, en fait. On essaye de donner des éléments de la vérité. On essaye d'éveiller les gens. On essaye de donner des éléments factuels sur la réalité des choses. C'est ça, la réalité des choses. Donc, c'est pour ça que cette vidéo est extrêmement intéressante. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les médias et le grand errement des médias, bien entendu. Je vous invite, bien entendu, pour avoir tous les infos, pas mal d'anecdotes aussi sur mon expérience de journaliste indépendant, notamment dans les coulisses des médias parisiens. Je vous invite à aller acheter mon livre, hein, bien entendu, Média, le grand errement de Paris, Vous avez le lien en bas de la vidéo pour l'acheter. Il est assez court, il fait 130 pages, mais vous avez pas mal d'anecdotes là-dessus. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce que ça m'a permis de me souvenir de plein de choses que j'avais vues qui ne m'avaient pas marqué au début. Et puis au fil du temps, en y repensant, quand mon éditeur m'a dit, on a parlé de ce livre avec mon éditeur, j'ai eu envie de les mettre sur le papier parce que j'ai trouvé que c'était parfois les anecdotes, vous savez, ça retranscrit bien finalement le basculement d'un monde. Et parfois, des choses qui sont vraiment, je le répète, anecdotiques, finalement, arrivent à vous donner une vision réelle de ce qu'est. Donc, voilà, n'hésitez pas à acheter ce bouquin-là. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez acheté, bien entendu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo. N'hésitez surtout pas non plus à nous aider sur Tipeee, à vous abonner à Push Media, à nous faire des dons. Bien entendu, vous avez tous les liens. On a une chaîne Telegram aussi également. N'hésitez pas aussi à aller suivre mon blog Substack, l'actu explosive. Vous avez plein d'infos très choc sur mon blog. Tous ces liens sont en bas de la vidéo.
Moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ou une excellente nuit. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Putsch5, sur Putsch Media et sur Twitter. Nous, on se voit très, très vite. Bye bye, vive la démocratie. Bis à YouTube, bis à Twitter. Salut, ciao.